qu'ont-ils donc d'éternel ces deux-là qui nous intriguent tant? Sex symbole inoxydable surgit de ce passé radieux où l'on pouvait manger gras, rouler vite et collectionner les filles. Delon et Belmondo hantent la psyché française depuis plus d'un demi-siècle. Mais pourquoi a-t-on si souvent associé les carrières de ces deux icônes du cinéma français? Car comment comparer Rocco et Pierrot, le samouraï et le guignolo? Si les médias se plurent à en faire des frères ennemis, nos deux stars eurent l'élégance de ne pas s'en formaliser. Certes, ils concouraient dans la même catégorie, mais pas dans les mêmes stades. Nés tous deux en banlieue parisienne à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon n'ont pas du tout grandi dans le même milieu. Alors le paradoxe, c'est que celui dont on pense qu'il vient quand même une bonne famille bourgeoise, c'est pas celui qu'on croit. Bébé, lui, quand tu le vois, tu dis c'est lui, le petit gars de Ménilmontant, de Ménilmuche, c'est lui qui vient de la rue. Pas du tout justement. C'est plutôt Belmondo, avec son papa sculpteur, etc., qui vient d'un milieu un peu artiste. Et lui, il est fils d'intellectuel, sculpteur, reconnu en plus pas. Oui, et très attentif à son fiston dont il a eu l'intelligence de ne pas brider les dons naturels pour la comédie. À ce propos, vous n'auriez pas une anecdote, Paul? Ah si, un jour, lorsque nous avions une propriété à Rambouillet, c'est-à-dire exactement à Clairefontaine, un jour, sa maman me dit « Mais où est passé Jean-Paul ?» Nous le cherchions partout encore, on ne le trouvait pas. Et j'ai eu l'idée d'aller à la propriété voisine. Et là, j'ai eu la surprise de voir Jean-Paul avec un camarade de son âge, il avait une dizaine d'années, en train de jouer la comédie devant, je ne dirais pas l'aristocratie, mais les gens très bien de Clairefontaine. Et il ne m'a pas vu, je me suis caché, il ne l'a jamais su, je l'avais aperçu. Il avait quel âge? Il avait 10 ans à cette époque-là. Bref, sous ces airs de racaille empruntés au milieu de la boxe qu'il fréquente avec passion depuis l'adolescence, Jean-Paul est en fait le rejeton chéri d'un foyer d'artistes nantis et sereins, l'ayant laissé étudier au conservatoire où il a tout le loisir de sécher et de faire le pitre avec ses copains qui sont ses premiers fans. Et c'est curieux que Belmondo ait construit une image comme ça, un petit peu voyou, etc., parce que Delon, un peu aristo, c'est le contraire, les origines. C'est très rigolo. Oui, bizarrement, à l'inverse, c'est plutôt Alain qui a depuis toujours et naturellement des allures d'aristocrate. Alors qu'en fait, Delon vient vraiment d'un milieu extrêmement populaire, extrêmement même presque... Il vient plutôt de la zone, on va dire. Il aurait pu être un sacré voyou, et puis qui est devenu un seigneur. Ma mère m'avait mis en nourrice parce que elle s'était séparée de mon père lorsque j'avais 4 ans, je crois. Et elle travaillait tous les jours, elle commençait très tôt le matin, elle finissait très tard, elle était assistante en pharmacie, elle n'avait malheureusement pas le temps ni le loisir de s'occuper de moi. Donc, j'étais en nourrice à Fresnes. Mon passe-temps, c'était de jouer avec les fils des gardiens de la prison, ou les filles des gardiens de la prison. J'ai failli d'ailleurs me fiancer comme on se fiance à 11 ans avec la fille d'un gardien de prison. Je m'en souviens parce que c'était charmant. Enfin, tout ça pour vous dire que j'étais donc en nourrice à Fresnes. S'il n'avait eu que sa beauté naturelle, je crains qu'il n'aurait pas été l'acteur qu'il a été. Je crois qu'il y a ce quelque chose d'intérieur, cette espèce d'anxiété ou d'angoisse intérieure par rapport à cette histoire de famille qui a joué. Et donc de son aventure, de ce qu'il a été à l'armée, en Indochine. oui, parce que figurez-vous qu'à 17 ans, il est parti pour l'Indochine. Et dans quel corps, Alain? Je faisais partie en Indochine d'une compagnie disciplinaire et nous avions la garde de l'arsenal de Saïgon. C'est pas peu dire. Delon vient de nulle part, au théâtre de la vie en tout cas. Belmondo, c'est comédie française, ça plaisante pas du tout, c'est le répertoire, etc. Donc une assise sociale radicalement différente, qui ne destinait pas ces deux gamins à devoir souffrir d'une comparaison tellement récurrente. Si les Français ne les avaient vus pour la première fois, débouler ensemble en 1958 dans le Sois belle et tais-toi de Marc Allégret, sous les traits de deux sympathiques chenapans que le public identifia irrévocablement comme des potes pour la vie. Ils ont dit, le cinéma, c'est sympa, quoi. On va faire du cinéma, il y a des belles filles, il y a du fric, on rigole, c'est pas trop fatigant, voilà. Le théâtre, c'est beaucoup plus ingrat. Donc, chez un type comme Belmondo, je suis sûr que ça a joué à fond. Coup de bol inouï pour Jean-Paul, un certain Jean-Luc Godard, jeune et brillant critique des cahiers du cinéma, cherche un acteur pour son premier long métrage qu'il va pouvoir monter grâce à ses amis Truffaut et Chabrol, déjà célèbres. Il a repéré l'aisance de Belmondo sur le dernier film de Claude et demande à Jean Douché, qui fait aussi partie de la bande, d'organiser la rencontre avec le jeune exalté.
Godard, conquis, lui propose À bout de souffle. Cette espèce de personnage comme ça, un peu bizarre, qui ne obéit pas aux commandes des acteurs de l'époque, ça l'intéressait, et donc il avait sa réputation, et donc il l'a utilisé, quoi. Quand j'ai signé le film, on m'a donné juste trois petites pages. Oui. 3 pages où il y avait juste marqué il part de Marseille, il vole une voiture et il a envie de recoucher avec la fille, elle veut pas, et à la fin il meurt ou il s'en va, à choisir. Et finalement on a choisi pour la mort. Alors ce qui fait que tous les matins, moi je découvrais Michel Poicart, je découvrais les aventures de Michel Poicart, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver dans la journée. C'est la décontraction de Belmondo, c'est la liberté de Jean-Paul qui fait le charme d'À bout de souffle. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Le génie de Godard, c'est d'avoir mis immédiatement la vérité, la vie même de Belmondo sur l'écran. Pour moi, c'était... comment dire, ça aurait été le meilleur fiancé pour ma sœur, voilà. Belmondo, je me disais, si ma sœur était dégourdie, voilà, elle nous ramènerait un gars comme Belmondo, serait drôlement content, rirait toute la journée, etc. Oh, des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite, t'as pas l'air mal. La de jolies cuisses. Oui, mais l'autre... Oh, après tout, merde, elles sont trop moches. À bout de souffle a été une vraie révolution. Je crois que on pourrait même dire que c'est le film qui a inventé la nouvelle vague à lui tout seul. Il y avait rien avant, il n'y a rien eu après. Là, pour moi, la nouvelle vague, c'est À bout de souffle. C'est aussi une révolution technique aussi. C'est quand même, on a inventé une pellicule qui était beaucoup plus sensible, Qui était la 400 ASA de chez Kodak. qui permettait de tourner avec très peu de lumière et de tourner aussi dans la rue. Donc, ces gens-là de la nouvelle vague ont été assez malins d'aller voir des producteurs en disant voilà, vous faites des films de Marcel Carné en studio avec des projecteurs à des lampes à arc où il faut 3 techniciens par projecteur. Enfin, c'est très lourd, c'est très 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 cher. Et nous, on vous fait ça pour 10 fois moins cher, quoi, et en étant de notre temps. C'est-à-dire que le grand principe qui avait été émis par Homer, c'est au cinéma, l'économie commande l'esthétique. C'est un film qui a été fait entre réaction contre tout ce qui ne se faisait pas, presque pathologiquement ou systématiquement. On ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire, on va le faire. On ne fait pas de travelling à la main, on va le faire. Il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas de cadre, ce qui fait qu'on pouvait faire les gestes qu'on voulait. Si on avait envie de se taper sur le ventre, on pouvait se taper sur le ventre. Si on rentrait sous les draps, on pouvait rentrer sous les draps. Le caméraman était prêt à tout. Godard amène Belmondo vers quelque chose de très, ce qu'on appelle auteur ou artistique. Et par contre, Belmondo amène Godard vers quelque chose qui est certainement plus compréhensible ou plus grand public. Et donc, du coup, je pense que leur association a profité aux deux, en fait. Avec ce film révolutionnaire, Jean-Paul a d'emblée mauvais genre et devient forcément l'idole des jeunes. C'est le gars qui détricote les chandails des vieilles dames et descend les motards. Bref, les filles qui adorent les bad boys, c'est bien connu, se pâment devant ces films en soupirant « Oh là là !» Oh là là, si je pouvais coucher avec Belmondo. Mais c'était pas du tout un symbole sexuel pour les gays et les homos, d'ailleurs. Delon, oui, bien sûr. La faute à qui? La faute à Visconti. C'est Rocco et ses frères. Et oui, forcément, Visconti pouvait pas faire autrement que de le remarquer, le petit. Évidemment, quand je pars pour une histoire, j'ai dans ma tête déjà un cast idéal, n'est-ce pas? Oui, par exemple, tâche pour de m'adapter à ce cast. Et dans son casting idéal, Visconti a rêvé d'un Alain en ange, confronté à son démon de frère, lui-même hanté par une diablesse déchue de ses propres rêves, le tout sur fond de modernisation de l'Italie d'après-guerre. Dans Rocco, il y a une espèce d'érotisation de la classe ouvrière, parce que c'est tous des prolos, les frères, Rocco et ses frères, qui est stupéfiante. Ils sont tous sexy et bandants. Mais le plus beau des plus beaux, c'est quand même Alain Delonneau. Qu'est-ce qu'il y a, Rocco? Ça va pas? Tu vois, Chiro, c'était facile pour moi, cette victoire. Parce que ce n'était pas lui que j'avais devant moi. C'était comme si je me battais contre quelqu'un d'autre.
Quelqu'un d'autre qui attirait ma haine. Toute cette haine que j'avais accumulée en moi. Sans le savoir, peut-être. C'est une chose horrible, Chiro. Si tu savais comme c'est horrible. De la haine, toi? Toi qui es la bonté même? Allez, Rocco, tu deviendras un grand champion. Il deviendra un grand champion. J'en suis sûr. Et ce qui est sûr aussi, c'est que Rocco va surtout permettre au charisme fatal de Delon d'exploser sur grand écran. Parce qu'il est radieux, innocence, une sorte d'innocence. Il sait pas ce que Visconti est en train de lui faire, si j'ose dire. Il ne sait pas que la caméra est en train de l'érotiser à ce point-là, le caresser de la tête aux pieds quand il se réveille le matin dans leur sous-sol là, à Milan. Et là, d'un seul coup, c'est une émotion plus, pas sexuelle, mais sensuelle, qui n'a jamais eu lieu avec Belmondo. C'est peut-être le plus beau, le plus bel acteur de l'histoire du cinéma français. C'est-à-dire qu'il a vraiment une tête, hein, une prestance qui a été inégalée. Et je pense que de la même façon que chez les femmes, il y a eu Romy Schneider et Brigitte Bardot, et voilà, des femmes qui sortaient du lot, quoi. Lui, il fait partie de ces gens-là. Oui, mais heureusement pour nous, mesdames, Alain préfère les filles, la preuve. Alain Delon a présenté à ses amis qui ne la connaissaient pas encore la femme qu'il aime. La jeune vedette allemande Romy Schneider a convaincu sa mère qu'elle pourrait être heureuse en épousant un comédien. Ces fiançailles ont été un événement du tout cinéma et prouvent assez bien qu'on peut être heureux sans pour autant vivre caché. Ils sont très jeunes, mais ils sont déjà habillés comme des vieux, parce que dans les années 60, quand on a un peu de succès et tout ça, on met déjà les filles mettent des manteaux de fourrure en panthère, elles s'habillent en Chanel, des choses comme ça, ce que faisait Romy Schneider. Lui aussi, il a un petit costume et tout ça, mais tu les regardes et tu te dis, c'est de la pure déconne, ils sont super jeunes, ils sont super beaux, t'as envie de les adopter, et qu'ils nous fassent plein d'enfants, enfin bon, que tu vois, il y a quelque chose, tout de suite, t'as envie de les embrasser tellement ils sont beaux, quoi. Et vous, Jean-Paul, vous vous trouvez beau? Ni beau ni laid, je me trouve normal. Ah, je me trouve pas beau. Vous n'êtes pas laid. Je ne me trouve pas laid, je me trouve pas beau. Je trouve que ça pourrait être beaucoup mieux. Et vous, Jean-Claude? Non, je me trouve pas beau, mais... Un peu quand même, non? Hein? Non, ça, physiquement, j'ai pas de complexe, mais non. Qui vous trouvez beau, alors? Qui je trouve beau comme acteur, ben, évidemment, il y a Jean Marais, Delon, des types comme ça qui sont beaux. Un gars comme, je trouve un gars comme Delon très beau, vous voyez, mais je ne fais pas de complexe, je me dis pas je voudrais être comme Delon. Non, mais n'exagérons rien. Il est clair que le succès de Delon n'est pas dû à sa seule beauté, ni au hasard d'ailleurs, n'est-ce pas, Alain? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a le hasard, comme vous dites, il y a aussi la chance qui a pris une part très importante dans ma carrière. C'est-à-dire que c'était un plan, ça n'était pas exactement un plan précis, c'est-à-dire que je rêvais de tourner avec Visconti, je rêvais de tourner avec Clément, avec Antonioni. Je leur ai fait savoir par une lettre, bien avant de tourner avec eux. Bien avant, non, enfin 1 an avant de tourner avec eux. Et je dois dire que la chance, puisque ça s'appelle comme ça, a voulu que l'année d'après, Clément me propose Plein Soleil, Visconti me propose Rocco. Si, ça y est, je me souviens, la première fois que j'ai vu Delon, c'est dans Plein Soleil. Plein Soleil, où là, il joue le rôle d'une salope épouvantable, alors qu'il est le beau gosse, le copain, le mec sympa, c'est un meurtrier, c'est un tueur. Entre Alain Delon et Maurice Renet s'établira une étrange amitié faite de mépris et d'envie, d'amusement et de haine. Alain Delon rêve d'être riche et d'avoir Marie Laforêt pour lui tout seul. Et là, il y a quelque chose de trop, parce qu'il est à la fois sexy, très très jeune, hein, et dangereux. On dira jamais ça de Belmondo. Belmondo a joué des rôles où il est sombre, Léon Morin prêtre, des choses comme ça. Mais Delon, là c'est vraiment la beauté du diable, quoi. Il est diabolique. Une figure d'ange, mais une âme diabolique. Et souvent, ses meilleurs rôles sont des rôles où il sera diabolique. En fait, il semblerait qu'Alain savait d'instinct exactement quel rôle lui irait, au point que pour Plein Soleil, il a osé défier le maître. Parce que René Clément voulait lui filer le rôle de Maurice Renet. Et donc, ils étaient dans une salle de cinéma, ils discutaient, et Delon dit « Ouais, je suis désolé, monsieur Clément, mais moi, je me sentirais beaucoup plus de jouer l'autre, là, le voyou, quoi. » Et Clément se met dans une colère, quoi. Il rentre en colère, il dit « Mais je suis René Clément, qu'est-ce que vous êtes, là? Je vous propose un rôle, vous voulez l'autre, machin. » Il commence à s'énerver très fort, quoi, et on entend une petite voix au fond qui fait « René, le petit a raison !» C'était la femme de René Clément. Elle avait une qualité extraordinaire, c'est quoi? C'est une des femmes les plus laides que j'ai jamais vues. Et pour s'appeler Bella, c'était drôle. Et c'était...
est un film étonnant, qui évoque avec une force dramatique incomparable un sujet comme vous n'en avez jamais vu. Un film d'une virtuosité et d'un suspense qui ne se dément à aucun moment. Et voilà comment, en mars 60, nos deux playboys se retrouvent propulsés en tête d'affiche à 6 jours d'intervalle. Ainsi, en à peine 15 jours, et pile en même temps, les noms de Delon et de Belmondo sont sur toutes les lèvres. Leurs portraits s'étalent sur des affiches de plus en plus grandes. Leur vie est une histoire perpétuellement racontée ou inventée par les journaux. On les aime, on les déteste. Ce sont de grandes dévoreuses, ce sont les vedettes de cinéma. Mais déjà, Jean-Paul et Alain, qui sont tout d'un coup mis en compétition et bombardés d'interviews, doivent commencer à mettre au point un discours sur leur façon d'exercer leur métier. Alors vous, Jean-Paul, il paraît que vous n'aimez pas trop qu'on vous dirige, c'est ça? Oui, plutôt, parce que moi, si on m'indique des gestes et si on me dit il faut faire ça exactement, je suis beaucoup moins à l'aise, je deviens plus crispé. Tandis que vous, Alain, vous préférez qu'on vous malmène un peu, non? Non, je ne veux pas dire qu'on a besoin d'être inhumain avec moi, mais ce que j'aime avec moi, c'est qu'on soit très dur. Parce qu'il ne faut surtout pas me laisser aller. Et je dois dire que j'ai eu la chance avec des hommes comme René ou comme Visconti, c'est que c'est des gens qui ne vous laissent jamais aller. Bon, au moins de ce point de vue-là, c'est clair que Delon et Belmondo ne fonctionnent pas pareil, même si le hasard a voulu qu'ils aient tous deux simultanément une chance inouïe. Belmondo est invité le premier par Henri Verneuil à se tester auprès du monstre sacré, j'ai nommé Jean Gabin. Le film s'appelle Un singe en hiver. Il est dans mes 5 préférés. Hein. J'adore ce film par-dessus tout. Je l'ai vu 1 milliard de fois. Je le connais par cœur. Je suis allé sur les lieux, à Villers-sur-Mer, là, Tigreville. C'est pareil, c'est un film qui est marquant pour moi parce que c'est la transmission, c'est un passage de témoin entre 2 générations d'acteurs. Après avoir été bêtement comparé à James Dean, le voici dans la foulée bombardé de nouveaux Gabin. Vous en pensez quoi, Jean-Paul? Oh bah ça, moi je ne sais pas. Moi j'ai vu Jean Gabin quand il était jeune, j'ai trouvé formidable. Savoir si je suis le Gabin jeune, je sais pas, moi je préfère être Belmondo. Serait-ce un hasard aussi si Jean-Paul a fait sa campagne d'Italie presque en même temps que son ami Alain, dès le début des années 60? À l'époque, presque tous les acteurs ont débuté en Italie. Des noms? Alain, Belmondo, Brialy, Trintignant, et énormément d'acteurs ont débuté là-bas parce que à l'époque, dans les années 60, c'était le phare du cinéma. C'était l'Italie, quoi, tous les grands. Il n'y avait pas l'Europe, mais nos films passaient en Italie et en Allemagne. Les acteurs français allaient vivre. Blier avait un appartement à Rome et il tournait dans des films allemands et italiens. Il n'y avait pas l'Europe, mais on travaillait dans ces 3 pays. Donc c'est en Italie que Claudia a rencontré nos 2 nouvelles vedettes. Alain en premier dans Rocco et ses frères, où elle jouait le rôle de sa belle-sœur. Et après, vous vous êtes retrouvés dans... Après, on s'est retrouvés dans Le Guépard. Et Visconti il me disait à l'oreille, parce qu'il y avait beaucoup de scènes de baisers, et il me disait toujours, je veux voir la langue, Claudia. Quand je l'embrassais. Parce qu'avec Visconti, c'était comme faire du théâtre. Je veux dire, on répétait autour d'une table avant d'aller sur le plateau. Tous les gestes, tout était prévu presque. Et alors, vous avez mis la langue? C'est ça qui nous intéresse, nous. Non, non, je l'ai pas fait. Oh, c'est nul. Non, c'est Visconti qui voulait. Parce qu'il a tout fait pour qu'on se mette ensemble. En tout cas, que Visconti l'ait rendu borgne, quoi. Alors qu'il a les plus beaux yeux du monde, c'est le plus beau mec et tout ça. Boum, il le fout borgne. Alors peut-être une petite vengeance parce qu'il n'a pas pu se le faire, ou je sais pas quoi. Mais enfin bon, ça c'est la petite histoire du cinéma. Enfin, entre-temps, Claudia avait aussi rencontré Belmondo. Pour quel film déjà, Claudia? La Viaccia, Le mauvais chemin de Mauro Bolognini. Et là, dans ce film... Oui. Je suis une pute. Dans une maison close. Et quand on tournait les scènes d'amour dans La Viaccia, qu'est-ce qu'on faisait? On était dans le lit, on se pinçait. Tout le temps. Et le metteur en scène disait, arrêtez de jouer, là. Vous devez jouer vraiment le film. Dans la foulée, il se retrouve encore dans Cartouche, un film de KPDP du jeune Philippe de Broca, qui s'amuse tellement des facéties de Jean-Paul qu'il lui vient l'idée d'une autre histoire carrément explosive. Pleine de rebondissements, une histoire de trésor indien, de statuettes incas, de fléchettes empoisonnées. Vachement compliqué. Et tout ça sous le ciel enchanteur de la baie de Copacabana. C'est là qu'il commence sa mutation de Belmondo en Bébel, du bad boy qui jouait dans des films d'auteur. C'est lui. Il se mue en Bébel, sorte d'excité ultra casse-cou qui saute partout. C'est l'autre. Ok, asseyez-vous. Bien. En fait, l'homme de Rio, c'est pile le genre de rôle dont il avait toujours rêvé depuis Scapin au conservatoire.
Son côté sportif lui a permis de jouer ce type de personnage où il a été remarquable. Et il était quand même aussi avec Philippe de Broca. Philippe de Broca, c'était quand même quelqu'un qui appartenait malgré tout au milieu de la nouvelle vague. Et voilà comment j'ai commencé à tourner ce qu'ils appellent un film calme. Tranquille, reposant, paisible, délassant. L'homme de Rio, c'était magique, je l'ai revu il n'y a pas longtemps en plus, quoi. C'est totalement magique, quoi. Il paraît que Spielberg s'est totalement inspiré de ce film d'ailleurs pour Les Aventuriers de l'Arche perdue. Il tourne au milieu de Brasilia qui est en train de se construire et du coup voilà, il change le scénario, les lieux de tournage un peu au dernier moment et ça fabrique une espèce de bulle de savon qui est à la fois légère et en même temps éternelle, quoi. Et c'est pour moi c'est pratiquement ce que fait de mieux Belmondo dans le cinéma, quoi. Et tout ça dans une ambiance de détente, de paix, de sérénité. Tout en commençant à faire frémir sa pauvre maman qui voit son fiston manquer de se rompre le cou à chaque scène, comme là dans ce rush hallucinant où il se retrouve coincé sur un câble à 40 mètres du sol. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Paul? Arrivé au milieu, j'ai vraiment attrapé le bras blanc. J'ai eu le bras qui s'est engourdi complètement. C'est-à-dire que je serrais, mais je n'avais vraiment plus aucune force dans le bras. Quand j'avais la main là, de la mettre là, pour moi, c'était un effort surhumain. J'avais l'impression que ma main, il y avait 40 kilos dans la main, je ne pouvais même pas la lever. Et je crois que vraiment, là, pour moi, ça a duré des heures. Et arrivé au bout, enfin, mes pieds encorbés, mais j'étais arrivé. C'était son premier film avec de vraies cascades, mais il y a pris goût, hein. C'est un enfant, mais les enfants ont peur de rien. Les enfants ont peur de rien. Vous les faites marcher sur un toit, un machin, ils ont peur de rien. Au bord d'un précipice, ils n'ont pas peur. Et c'est parce que Jean-Paul n'a jamais quitté l'enfance qu'il a créé ce lien incroyable avec le public qui, lui, ne demande qu'une chose, la vérité. Enfin, j'ai passé de bonnes vacances. Les nouvelles pitreries de Jean-Paul auraient pu couper court au ragot de pseudo-rivalité entre lui et son ami Alain, mais la pression du succès était telle que quand l'un bougeait une oreille, l'autre se sentait un peu obligé de réagir. Cela ne vous a pas plu? Lorsque je vous ai interviewé, je m'en suis aperçu. Que je dise que vous marchiez sur les traces de Belmondo dans La Tulipe Noire, parlant de cartouches. Ça ne m'a pas, ce n'est pas que ça m'a déplu, mais c'est-à-dire que je ne marche sur les traces de personne. Sans que ça puisse paraître surprenant, j'essaie de suivre celle que je me suis tracée, sans retirer pour ça l'admiration que j'ai pour Belmondo. Au fond, ce qui l'embête Alain, c'est que physiquement, il se trouve un peu mièvre. On croit rêver. C'est sûr que Alain Delon, il peut pas jouer un moche. Alors que Belmondo, il pouvait jouer un moche. Donc finalement, il avait une palette plus étendue parce qu'il pouvait jouer le grand con, le moche, le mec beau, le mec sportif. Et du coup, il avait une palette qui était directement plus large parce que son physique lui permettait ça. Alors en 64, Delon, qui va avoir 30 ans, décide de se viriliser en choisissant des rôles d'hommes. Celui du légionnaire de l'Insoumis est écrit spécialement pour lui par le jeune et talentueux Alain Cavalier que voici. Je crois que c'est justement la naissance d'un homme, le passage de l'adolescence à la maturité. Et c'est aussi l'occasion pour Alain de passer à la vitesse supérieure en devenant producteur. Nicolas! Rôle qui lui va comme un gant. Mais les plus loin, reculez un peu. Reculez un peu. Si vous les mettiez un petit peu plus basses, vos barricades. Est-ce que c'est la vedette ou est-ce que c'est le coproducteur du film qui s'intéresse au tournage en ce moment? C'est les deux. Si Cavalier rend grâce au producteur Delon d'avoir trouvé l'argent pour son film, il est surtout très impressionné par l'aura de l'acteur. Comme nous tous, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un lieu, lorsque Alain entre dedans, se met parfaitement à vivre. Il y a une espèce d'équilibre entre l'acteur et le volume de l'endroit qu'il a, c'est une espèce de don naturel qu'il a et qui est, pour un metteur en scène, une chose très, très réjouissante à regarder. J'ai beaucoup regardé la façon dont jouait Clift. Je crois que Montgomery Clift, à mon sens, est ce qu'il y a de plus grand, de plus fort. C'est le comble de la sobriété. Plus que tout, je crois que j'admire chez un acteur sa sobriété. Ceci dit, Alain n'a pas que des qualités, c'est-à-dire il est un peu ombrageux, un peu comme un cheval. Quand tu regardes la manière de jouer de Ventura, il y a aussi ça. Il y a quelque chose d'inquiet, il y a quelque chose de sur le vif, il y a quelque chose de... Effectivement, comme le cheval, on dit qu'un cheval, il est sur l'œil. Quand il sent quelque chose qui bouge et qu'il ne l'avait pas prévu, il peut s'emballer. Et quand il s'emballe, il devient encore plus beau.
De fait, il est passé du beau gosse au vrai mal. À la faveur de son nouveau rôle de producteur, son caractère s'est affirmé. Et après 7 ans de réflexion, il se sent enfin prêt à quitter la France et ses fans pour partir à la conquête de son vieux rêve, Hollywood, dont malheureusement rien de sérieux ne germera. En tout cas pas Texas nous voilà de Michael Gordon avec Dean Martin. Du coup, Hollywood finit par lui tourner le dos. Pendant ce temps, en France, Belmondo continue de surfer allègrement sur la nouvelle vague. L'histoire que lui propose cette fois-ci Godard est forcément toujours aussi vague. C'est un homme qui aime une femme. Que voulez-vous de plus, écrit François Giroud en 65 dans l'Express. Mais Jean-Paul reste détendu et fait même de sa décontraction un précepte. Jean-Paul, Oui, vous faites quoi entre les prises? rien, j'admire la mer. Bah allez, au boulot. Hop, hop, hop. Moteur. Pierrot, 18-22 première. Bon alors, comme d'habitude, pas de dialogue près d'avance et tout à l'arrache. Et au fait, Jean-Luc, Oui. ça lui convient toujours ce rythme à Jean-Paul? Ah ben lui, il aime mieux ça, comme il est aussi paresseux que moi, ça fait moins de travail. Alors visiblement, Jean-Paul Belmondo m'a raconté que c'était pas facile pendant le tournage. Avec Godard. Parce que il s'était séparé de Anna Karina avant le tournage ou au début du tournage, et que du coup c'était pas facile la position de Jean-Paul. Bah alors Anna, vous auriez pu craquer sur Jean-Paul, parce qu'elle craque toute, hein. Pourquoi à votre avis d'ailleurs? Bah, je pense parce que Jean-Paul, il a du charme, et je crois que c'est ce qu'il y a le plus important, non? C'est quand on a du charme, il a du talent, et il est pas beau, mais il est pas mal, quoi. Et vous, Jean-Luc, c'est quoi qui vous plaît chez lui, à part son talent, quoi? Ben, je le connais pas très bien, mais enfin, comme c'est la disponibilité, enfin, une certaine forme de gentillesse qui fait qu'il est toujours disponible et prêt à partir, à sauter, à faire quelque chose, enfin, à jouer, à exister. C'est une grande qualité, je trouve, chez un acteur. Il a hurlé de rire là-dedans. Dans Pierrot de Fou, quand même, la scène à la fin où il se fout du Chatterton autour de la gueule avec des bâtons de dynamite peints en bleu et que la caméra s'éloigne et puis qu'il fait « Mais qu'est-ce que je fais comme connerie? Et merde !» Et bam, ça pète. Et dans la foulée, ça pète aussi au niveau du couple qu'il formait depuis plus de 10 ans avec la discrète Élodie, la mère de ses 3 enfants. En effet, il semble que leur amour n'ait pas résisté à la beauté incendiaire de la James Bond girl Ursula Andress, que Jean-Paul a rencontrée sur le tournage des Tribulations d'un Chinois en Chine. À l'inverse, Delon, qui a finalement quitté Romy pour une certaine Nathalie, décide enfin de se caser. J'étais adolescent à l'époque, quand on a appris tout ça, que c'était fini, Romy Schneider et tout ça. Bon, on n'était pas en larmes, parce qu'on s'en foutait, mais après, il y a eu l'annonce qu'il allait épouser cette fille, Nathalie. Et la première fois que je la vois, je dis, mais c'est son sosie en femme. Il y avait quelque chose de sidérant. C'était un truc incroyable, presque expérimental, quoi. Il n'est pas si beau qu'on le dit. Il est beaucoup plus intéressant qu'on pense. Pour moi, enfin, à mon avis. Il a des défauts? La colère. Ah. Coléreux, épouvantable, égoïste. Il est très égoïste. Mais alors, hyper fier de leur fiston Anthony. Il a quel âge, là, Alain? 13 mois, 28 jours et 5 heures. Comme vous le voyez, Alain semble enfin être un homme comblé, même si, contrairement à Jean-Paul, il aura complètement raté la révolution Nouvelle Vague. Ou alors peut-être est-ce la Nouvelle Vague qu'il a raté. Qu'en pensez-vous, Gérard? C'est pas un acteur pour la Nouvelle Vague, parce qu'il est très hiératique. Il est justement beaucoup plus infrangible, je trouve, que Belmondo. Belmondo, on sent qu'on peut le manipuler, c'est de la terre, on peut en faire plein de trucs, on peut faire Pierrot le Fou, on peut faire À bout de souffle avec, on peut faire Léon Morin prêtre. C'est un sensationnel acteur, parce que le type qui a fait quand même Léon Morin, À bout de souffle, Pierrot le Fou, etc. Bon, et on se dit, ah bon, bah oui, excusez-nous, mais enfin bon, Delon, non. Delon, il passe complètement à côté de ça. Je pense que la Nouvelle Vague n'en veut pas. Mais Delon a l'élégance de ne pas en vouloir pour autant à son ami Jean-Paul, dont il salue très sportivement le succès dès qu'il en a l'occasion. Pas vrai, Alain? Vous en pensez quoi de Bébel? C'est une très grosse vedette française. À mon sens, c'est probablement, dans sa génération, la première vedette française. Et c'est aussi une vedette internationale. Et surtout depuis la sortie de L'Homme du Rio, qui a été un succès mondial. Et ça, il le sait sûrement. Sinon, je serais ravi de lui dire. La classe, non. Pendant ce temps, Belmondo, qui depuis que tout le monde veut tourner avec lui, trouve décidément ce métier de plus en plus amusant, s'entiche en 68 d'un nouveau compagnon de jeu, le jeune réalisateur en vogue, Claude Lelouch.
C'était une évidence parce que moi je fais un peu un cinéma très libre aussi, qui ressemble un peu à une cour de récréation aussi, donc on était fait pour se rencontrer. Et notre métier à nous, c'est de synchroniser des rires, des larmes, des hommes, des femmes, de la musique, de la lumière. Et donc j'étais fait pour à un moment donné me synchroniser avec Jean-Paul, quoi. Mais à la grande surprise de Belmondo, ces 3 dernières magnifiques expériences de films d'auteur avec Claude Lelouch, Louis Malle et François Truffaut, excusez du peu, n'enthousiasment pas du tout le grand public qui semble désormais préférer Laure Bébel suspendue aux poutrelles. Mais il y a des rôles aussi où les gens ne vous acceptent pas. Par exemple, quand j'ai fait la Sirène du Mississippi, qui était un style complètement différent de ce que j'avais fait ces dernières années. Et je voyais les gens... Enfin, je ne parle pas si le film était réussi ou pas, même, mais... J'ai des gens qui me disaient « Ah non, vous laissez martyriser comme ça, sans réaction, ça va pas aller. » C'est à ce moment-là que son ami Delon, qui tourne dans le Midi, va avoir une super idée. Nous sommes l'été 67 et Alain a invité Romy, son ex, à la piscine pour le tournage du film de Jacques Deray. Entre les prises, il s'amuse à faire le kéké avec Kiki, Caron, la blonde là, championne du monde de natation du moment. Et manifestement, il est tout content de permettre ainsi à Romy de revenir au cinéma qu'elle avait abandonné pour faire sa vie en Allemagne. Pousse la guêpe enculée là. Là, pousse la guêpe là, juste là. Là. Vas-y. Ils sont vraiment touchants tous les deux sur ce rush. C'est beau, ça va là? Oui. T'es encore où? Non, vas-y, couche-toi, ça tourne en ce moment. Bon. Ah, n'empêche qu'il est super beau, hein. Oh bah en plus, il a un corps magnifique. Il est toujours en maillot de bain, là. Ah là là, moi j'aurais... Il est extraordinaire. Ah ouais, c'est terrible, terrible, terrible. Ah ouais, très beau. Bon, Muscle. Ok, oui. ok. Bref, dans cette joyeuse ambiance, le soir, Alain lit un livre d'Eugène Sacomano. Et l'idée germe dans son esprit de proposer à Jean-Paul de ressusciter avec lui Carbone et Spirito. 2 gangsters au grand cœur, mais à la gâchette facile. Belmondo s'appellera François Capella, séducteur au goût clinquant et aux manières cavalières. Delon sera l'inquiétant Roxy Freddy, élégant mais implacable. Le film s'appellera Borsalino. Moi, ça m'a beaucoup marqué, d'une part parce qu'il y avait eux deux et que c'était 2 personnalités fortes quand j'étais petit, quoi. Et puis, il y avait justement le fait d'utiliser l'opposition de ce qui pouvait être. Belmondo, il a toujours été plus dans la comédie. Alain Delon, il a toujours eu plus le côté plus sérieux, plus playboy éternel, on va dire. Et du coup, la confrontation des deux, ça fabriquait quelque chose qu'on avait tous envie de voir, quoi. Les bons mots fusent comme les balles de mitraillette des fusillades parfaitement orchestrées par Jacques Deray au rythme de la mémorable BO de Claude Bolling. Il est convenu par contrat que Delon et Belmondo recevraient exactement le même nombre de coups de poing chacun et que leur temps de présence respectif à l'écran serait scrupuleusement mesuré. L'histoire se déroule dans le Marseille des années 30 et le milieu a gentiment prévenu Delon qu'il ferait de rififi si elle ne lui convenait pas. C'est un policier français avec quand même une histoire d'amitié et une histoire assez gaie et assez violente. L'histoire d'homme est très virile. Je crois, si Jean-Paul me permet de le dire, qu'il faut quand même souligner que, dans le fond, c'est trop facile, je trouve, d'avoir Belmondo et Delon dans un film, dans une histoire qui se passe en 1969, dans un gangster banal comme un de nos jours. Donc, je crois que l'intérêt de la chose, c'est justement Belmondo et Delon en 1930. C'est pas un film qui m'a emballé. Je n'ai pas trouvé que c'était le meilleur film de Jean-Paul, ni le meilleur film de Delon. Mais les deux ensemble, ils étaient tellement beaux à regarder que c'était un film de jeune fille, quoi. C'est d'avoir fait ce film ensemble, hein. Franchement, je vois pas mieux. Et puis ça avait été annoncé, quoi. Belmondo et Delon ensemble, tu vois, qui jouaient. Je me souviens vaguement de débats à la télé, on disait le nom, faut-il mettre le nom de Belmondo à gauche ou celui de Delon à droite, parce qu'on lit de gauche à droite. Oui, c'est vrai, et comme le nom de Belmondo arrive en premier sur l'affiche, du coup, pour compenser, c'est Delon qui est à gauche dans la voiture, voyez ? Mais un élément va mettre le feu aux poudres. Regardez là-haut, dans le coin de l'affiche, on peut lire une production Alain Delon, au lieu d'une production Adèle, du nom de la société d'Alain, comme il était prévu sur le contrat. 2 fois le nom de Delon pour une seule occurrence de Belmondo, c'est un casus belli qui se terminera devant les tribunaux à l'avantage de Jean-Paul.
En gros, si vous voulez, on devait me montrer des choses qu'on a refusé de me Vous montrer. devez me montrer quoi? Le montage? Oui, les on devait me affiches montrer le montage, on devait me montrer tout le matériel publicitaire. Je veux dire, ces choses-là, je ne suis pas venu avec un pistolet en les demandant. On l'a accepté, il ne fallait pas l'accepter à ce moment-là, si ça gênait. Donc j'étais devant le fait accompli, ce qui n'est pas évidemment, disons, très sportif. Alors c'est qui a commencé en fait, Alain, hein? Non, mais peu importe, je sais pas, non, je suis pas le vilain, moi, non, pourquoi? Lui non plus, d'ailleurs. Non, il a certaines choses qui le tracassent ou qui le chatouillent, très bien. Du coup, comme le film qui se termine dans un bain de sang avec la mort de Capella alias Belmondo, interdisant à ce dernier de jouer dans le second opus qu'a prévu Alain, la brouille est désormais consommée et la rivalité entre nos deux bêtes de concours officiellement lancée. Un mur s'est dressé entre eux et cette fois-ci, c'est Belmondo qui casse l'ambiance. Je pense aussi produire des films, parce que ça, Ah, vous aussi? moi aussi, pour imiter mon camarade, mais... C'est un métier chiant, c'est le pire des métiers, mais c'est celui qui vous offre le plus de liberté. Parce que quand vous faites un film avec Belmondo comme producteur, le film est vendu d'avance. Ce qui permet à Belmondo de monter des projets avec ses idoles, genre Henri Verneuil pour le Casse. Henri, ça te dérange si on joue au ping-pong? Bah alors, allons-y. En tout cas, contrairement à Delon, Belmondo, lui, devenir producteur, ça n'a pas l'air de l'avoir stressé, hein. Il est constamment dans le jeu. Il est là pour passer un bon moment. Quand il part sur un film, il part en vacances. Si je comprends bien, c'est mon dernier plan? Ah non. Ah bon. On peut toujours essayer. En ce début des années 70, Belmondo et Delon raflent tous les films. Désormais, ils peuvent tout choisir et laissent le reste aux autres. Une production riche. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs le plus coté. Je pense que c'est Belmondo. Alors Belmondo, il est le plus coté. Alors il se dit, il est inquiet, il dit si je loupe ce film, Delon, il va me dépasser. Et Delon, s'il est tout de suite derrière, il se dit je suis malheureux parce que je ne suis pas le premier, je suis le deuxième. Alors si on raisonne comme ça, on se rend malheureux et c'est imbécile. Moi, je ne veux pas savoir si je suis le 10e ou le 5e ou le 3e. Vous êtes, de toute manière, des personnalités très différentes. Je veux dire, on ne vous confiera pas un rôle qu'on avait, pour lequel on avait pensé à Belmondo. Là, vous vous trompez. C'est arrivé? Oui. Ah bon? Si, absolument. Si Belmondo, bon, disons que Belmondo est le premier. Si on lui propose, je ne sais pas, 40 films dans l'année, il ne pourra en faire que 3. Donc, il en restera 37. Mais on me proposera les 37 qu'on a proposés à Belmondo, qu'il n'a pas pu faire. Et à ce moment-là, on changera un petit peu le rôle. Voilà, c'est ça. On vous propose à ce moment-là des modifications. Oui. Non, mais c'est ça. Il y a quand même 40 films qui se font avec dans le star system complet. Et alors, on adapte les rôles aux quelques personnes sur qui on peut monter les films. Et c'est navrant, c'est navrant. C'est dommage. C'est vrai, mais en même temps, les 3 chaînes du petit écran ne suffisent plus aux Français qui se passionnent à nouveau pour le cinéma. Si la concurrence est rude pour nos amis qui deviennent cadras, d'un point de vue artistique, c'est plutôt Delon qui marque des points en persistant dans son travail avec Jean-Pierre Melville qu'il adore. Alors dans tous les films de Melville, qu'il soit un flic ou qu'il soit un voyou, on ne sait jamais où ça va basculer. Est-ce que le flic va pas devenir un voyou? Est-ce que le voyou, finalement, n'est pas une espèce de justicier à la con On ne sait jamais. Et ça, c'est très beau. Donc, en fait, beaucoup plus de présence physique chez Belmondo et beaucoup plus de présence métaphysique, presque, chez Delon, je trouve. D'ailleurs, le mot d'ordre de Delon, c'est durer. Une carrière, pour moi, c'est un peu comme un édifice. Un peu comme un building qu'on voudrait construire, disons, la tour Montparnasse, si vous voulez. Et si les fondements, si les bases ne sont pas solides, je crois que cet édifice ne tient pas. Parce qu'il est effectivement facile de débuter, facile de partir. Le tout, c'est de durer, c'est de rester. Arriver, ça n'est pas tellement difficile. Après, c'est se maintenir. Et pour ça, Jean-Paul et lui devront épuiser tous les registres couillus du film de flic ou de voyou. Tous ces films tautologiques en genre L'Héritier, Le Professeur, Le Magnifique, Le Gitan, L'Animal, L'Homme Pressé, Le Professionnel, Le Toubib, L'As des As ou Le Battant. Ils sont pas un peu abusés, là, quand même? Non, je pense que tout ça, c'est bien. Ils ont fait les films dont le public avait besoin à ce moment-là. Mais le public qui avait vu ses héros grandir au diapason des 30 Glorieuses, partageant le stardom français avec Anctil et Poulidor, Johnny et Dalida, De Gaulle et la déesse, prend soudain de plein fouet le choc pétrolier de 73 et la crise qui va avec. Du coup, c'est à peine si les Français réalisent que leurs idoles s'effacent doucement du grand écran national, déboutés à leur tour par l'insolente jeunesse de leurs nouveaux rivaux.
En homme d'affaires averti, Delon se console avec le public japonais dont il devient le dieu vivant. Durban, c'est l'élégance de l'homme moderne. Néanmoins, toujours dans son inlassable quête de reconnaissance de ses pairs, il s'attache à Joseph Losey, qui lui offre l'un de ses rôles inoubliables, Monsieur Klein. Alain a pensé à la postérité, alors que Jean-Paul n'y a pas pensé, quoi. Je pense qu'Alain a envie de... Il a fabriqué lui-même son propre monument, et je le comprends. Belmondo, après, il y a eu, après c'est pas que ça se gâte, mais il choisit au début des années, fin des années 70, début 80, de faire que des films comiques, quoi. Et là, souvent, il se perd un petit peu, quoi. Il se perd mais c'est des succès énormes. Comment résister à ça? Enfin, c'est des succès phénoménaux. Enfin, on n'imagine plus à quel point c'est une star, Belmondo. Et on sent qu'à un moment donné, il va enchaîner. Dans des films genre Le Guignolo, avec ses tontons flingueurs préférés, Audiard et Lautner. Oui, alors ça, c'est toute une histoire. D'abord, je vous raconte, ça a été très dur pour moi, parce qu'il fallait, au milieu de la circulation dans Venise, il fallait que le bateau sur lequel on était ait une ligne pure pour que l'hélico le prenne dans son équipe, puisse s'accrocher. Oui, mais quand même, Georges, la question qui nous taraude tous, nous, depuis l'enfance, c'est quoi ce caleçon à poids? Je lui ai mis un caleçon, c'est moi qui ai choisi le caleçon, parce que je savais qu'on se ferait démolir par la critique, pour que la critique ait vraiment de ça à dire. Ah bah vous avez vu juste, on a parlé que de ça. Et on a bien rigolé, nous les jeunes, quand c'est passé à la télé. Et moi, j'avais vraiment ce sentiment-là avec Belmondo, quoi. J'ai une période où ça... C'était un lavement de cerveau, ça me faisait un plaisir, c'était une espèce de jouissance du cinéma. Et ces flingues, tout était bien, quoi. Ah, il y a une anecdote super, c'est quand il faisait Peur sur la ville, il court sur le métro, et il y a un agent de la RATP qui voit ça, qui était sur le tournage, il lui dit après, monsieur Belmondo, franchement, moi, ce que vous avez fait pour 10 millions, je le fais pas, quoi. Et Belmondo, moi non plus. Pendant que Belmondo fait rigoler tout le monde en écrasant impitoyablement à coups de 5 millions d'entrées par film l'ego pourtant solide de son ami Delon, ce dernier tente d'ajouter une plus-value en ne se contentant plus de vouloir séduire le grand public, mais en tâchant d'être reconnu par l'élite. Moi, j'allais pas voir Delon et Belmondo pour les mêmes raisons. Delon, j'allais le voir quand j'étais sûr que le film était très très bon. Comme Notre Histoire qu'il a fait avec Bertrand Blier en 85, mais dont le tournage était un peu tendu, comme vous allez le voir. Non, parce que je vais parler de temps mort, sinon je vais te donner la vie. Tiens, non, il n'y a pas de temps mort. Non, c'est pas rapport, non, parce que c'est à cause du miroir. C'est pas ça, il n'y a aucun temps mort. Simplement pour J'ai nous. entendu dire. Néanmoins, c'est grâce à ce rôle que Delon obtient son premier César et va voir avec bonheur son rival et ami, gratifié à son tour, 3 ans après, de la même récompense pour Itinéraire d'un enfant gâté. Comment a commencé cette aventure, Claude? Cette aventure a commencé, encore une fois, par une petite déprime. J'avais plus envie de rien, j'étais un enfant gâté, je piétinais, je tournais en rond, et j'ai eu envie, à un moment donné, je me suis dit que j'avais envie de disparaître, et j'ai pris la fuite. J'ai pris ma voiture, je me suis barré, puis arrivé à Fontainebleau, je me suis dit, mais attends, c'est un scénario extraordinaire. Qu'est-ce que je vais aller m'emmerder? Et du coup, vous avez appelé Jean-Paul. Oui, monsieur Lelouch, j'arrive. Je me bats avec le lion. J'arrive. Et voilà ce que ça donne. En tout cas, vous n'avez pas peur des lions. Dites-toi. Vous savez, les journalistes exagèrent toujours un petit peu. Le monde est petit quand même. Quand je vais raconter ça, on va jamais me croire. À qui tu vas raconter ça? Enfin, c'est ça comme ça. C'est mieux. T'as l'air mal à l'aise.
Tu arrêtes de bouger, tu vas me donner le mal de mer. Enfin consacrés par la critique autant que par le public, Jean-Paul et Alain n'ont plus rien à prouver. Mais à l'orée des années 90, le star system qu'ils incarnaient si fortement est en plein déclin. Delon, qui ne démord plus du film d'auteur, réussit enfin à accrocher Godard à son palmarès dans le justement nommé Nouvelle Vague. Ainsi, Belmondo aura-t-il aidé à l'accouchement de la Nouvelle Vague, quand Delon en aura brillamment recueilli le dernier souffle. Lorsque j'ai accepté de tourner avec Godard, c'était justement pas pour faire un film de Delon ou un de plus, c'est pour justement faire un film de Godard. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui m'a excité, c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui est nouveau pour moi. Et d'arriver, si vous voulez, à... Je déteste le mot tournant, le mot bilan ou virage, je dirais bien, à un certain moment de ma carrière, je crois que les choses sont dans l'air, les choses sont dans le destin. Il était important que je fasse ce film avec Godard et que je fasse un film de Godard. Mais voyons ce que pense Godard de son tournage avec Delon. Je dirais que Delon est plus facile, relativement, si on peut dire, parce qu'il est impossible à faire quoi que ce soit avec lui. Mais, disons, en tant que gangster, il y a une parole qui existe. Et il y a une parole donnée. Une fois que la parole est donnée, on sait qu'on peut faire un certain nombre de choses, qu'on ne peut pas en faire d'autres. Et il tient cette parole. C'est déjà très dur qu'il la tienne. Il en souffre, mais il la tient. Non, j'en souffre pas. Quand j'ai donné une parole, je ne souffre pas. Je la tiens toujours. Et il l'a tenu aussi quand il a accepté de jouer dans le pourtant très controversé film de Bernard-Henri Lévy, grâce auquel Xavier Beauvois a eu la chance de le rencontrer avec une jubilation quasi enfantine. Il y a cette chose qui se passe quand Alain Delon rentre dans une pièce. Quand il rentre quelque part, il ne se passe pas la même chose qu'aucun acteur en France, enfin aucun acteur que je connaisse. Il se passe, c'est la magie, quoi. Enfin, je ne vais pas en rajouter. Ouais, mais il rougit d'ailleurs. Alain Delon, non, mais enfin, c'est quelque chose de magique et peut-être j'exagère, mais peut-être de sexuel aussi. Non, mais t'exagères pas. Alors, toujours aussi enthousiaste après le tournage? Non, ça s'est super bien passé entre nous, sauf cette scène de boxe où il voulait pas enfin, il voulait pas se faire battre par moi, quoi, parce que j'étais pas d'épée non plus et tout. Donc moi, j'ai dit à Bernard-Henri Lévy, j'ai dit, moi, n'importe quoi, je peux accepter, mais pas d'avoir fait du sport pour rien, quoi. Ça, c'est hors de question, quoi. En plus, la boxe, c'est épuisant et tout. Et après, ils sont parlé pendant 2 heures dans la loge, et puis ça s'est arrangé, quoi. On a fait le truc, quoi. Le problème avec Alain, c'est que les jeunes réalisateurs n'osent pas trop le demander. Moi, j'ai pu avoir peur d'Alain Delon sur son côté revêche. Il y a eu une période où il était vraiment dur, quoi. Et j'avais pas du tout envie de me taper ça, moi, comme réalisateur, parce que ça, oui, ça fait peur. Pourtant, il y en a un qui a osé s'y coller en 98, peut-être grâce au magnétisme de Vanessa Paradis. C'est Patrice Lecomte, qui dans Une chance sur 2 rend à Alain toute sa jeunesse en le laissant s'amuser avec des flingues, des grenades, enfin des trucs de garçon, quoi. Mais le plus fort, c'est que Patrice a aussi réussi la prouesse de le réunir à nouveau avec son vieux pote, qui à 65 printemps n'a pas pu s'empêcher de s'agglutiner encore une fois à un hélicoptère. Bref, presque 20 ans après Borsalino, nos 2 amis se retrouvent pour s'en recoller une en toute amitié. On va peut-être arrêter là, non? Pas la peine qu'on se déglingue de partout. Alors, ça va. Plus ça serait de la gourmandise. Alain et moi, on s'est toujours bien entendus, on a chahuté tout le temps ensemble, mais toujours dans les journaux, on a voulu qu'il y ait une guerre entre nous. Comme je l'ai dit souvent, la carrière de Jean-Paul, nous sommes complémentaires. La carrière de Jean-Paul n'aurait pas été ce qu'elle est sans moi, et vice-versa, la mienne n'aurait pas été sans Jean-Paul, parce que d'abord, on ne court pas le 100 mètres tout seul. Tu crois qu'on va encore savoir? À ton avis? De l'avis de Cédric Lapiche, oui. Sinon, il n'aurait pas rêvé d'orchestrer à son tour, dans peut-être un film d'anticipation, les dernières guignolades aéronautiques de Jean-Paul. Et le drôle dans l'histoire, c'est que malgré sa tête de corsaire patriarche qui nous fait tant craquer, Belmondo y interprète le rôle du futur fils de Romain Duris, qui va supplier ce dernier de le concevoir. Bref, le rôle d'un homme qui veut vivre à tout prix. Une expérience émouvante pour Cédric et Romain. Et puis c'est vrai que quand on travaille avec Jean-Paul Belmondo, on travaille avec 2 personnes. On travaille avec la personne qu'on a en face de soi et on travaille avec la personne qui a, je ne sais pas combien de décennies d'expérience il avait, mais on travaille avec une légende.
Et ça, c'est assez troublant, et c'est pour ça, moi, ça correspondait bien à mon film, peut-être, parce qu'il est censé être une espèce de fantôme, quelqu'un qui n'existe pas encore. Et du coup, ce côté légendaire, ce côté un peu mythique qu'il a avec lui, ça allait bien avec le personnage. Aujourd'hui, entre Jean-Paul et Alain, plus question de se tirer la bourre. Il y a prescription. Même leurs différences ont fini par s'estomper dans l'indéfectible tendresse qui semble, plus que jamais, unir nos deux monstres sacrés. Ce sont deux hommes que j'aime, et pour moi, dans l'amour, il n'y a pas de différence. Donc, résultat de notre duel, match nul. De toute façon, entre ces deux-là, le chaos est impossible. Et puis aujourd'hui, des splendeurs et misères de nos deux légendes, le public a manifestement choisi de ne retenir que le meilleur. On n'a pas envie de les voir perdre leurs cheveux, on n'a pas envie de les voir grossir, on n'a pas envie qu'ils aient des cheveux blancs, on a envie qu'ils soient super beaux. Je suis d'accord, on va les garder super beaux. On va les garder super beaux, Delon et Belmondo. Voilà.